Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé en partenariat avec Marsh McLennan qui va porter sur un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations, notamment pour les entreprises, celui de la vaccination Covid-19 et le rôle que peuvent jouer les organisations. Avant de démarrer, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous confirmer que vous nous entendez correctement dans la barre prévue à cet effet? Merci pour vos retours. Donc, je suis Fleur Tarius, je serai en charge de la modération de ce webinaire. Et donc, avec moi aujourd'hui, donc Cyril Brand, qui est directeur commercial pour Marche France. Bonjour Cyril. Bonjour Fleur, bonjour à tous. Ainsi que le docteur Philippe Guibert, qui est directeur médical régional et consulting santé, donc pour International SOS. Bonjour Philippe. Bonjour à tous, bonjour Cyril, bonjour Fleur. Donc, avant de vous passer la main, Cyril, une petite précision pour nos participants. Nous avons reçu pas mal de questions en amont du webinaire, donc nous tenterons, notre expert, d'y répondre tout au long. Nous prévoyons à la fin 15-20 minutes pour répondre à des questions complémentaires si vous en avez, donc n'hésitez pas à les poser tout au long du webinaire dans la barre de questions qui est prévue à cet effet. Je vous souhaite un bon webinaire et Cyril, je vous passe la main. Merci Flore. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Comme l'a dit Flore, International SOS et Marsh McLennan, qui regroupent les entités Mercer et Marsh, ont un partenariat mondial. Et de tels événements, comme ce matin, sont organisés aux quatre coins du monde. Nous vous remercions d'être présents avec nous ce matin sur un sujet si important, puisque un an après l'arrivée du Covid, les enjeux de la vaccination sont déjà devenus cruciaux et s'inscrivent dans la stratégie de lutte contre l'épidémie. À l'échelle de nos populations les plus exposées, pour l'instant, bien entendu, on en parle tous les jours, on en entend tous les jours, mais aussi à l'échelle des entreprises et de leurs salariés. Celles-ci sont déjà rodées avec les vaccinations antigrippales, sous volontariat, bien entendu. Et selon notre ministre du Travail, Elisabeth Borne, elles auront un rôle important à jouer dans la généralisation de la vaccination. Déjà, des grands groupes étudient, et vous le savez sans doute, la possibilité de proposer des injections à leurs salariés courant 2021, avec une approche coordonnée au niveau du siège, en fonction des réglementations locales par pays. Et ce dispositif existe déjà dans certains pays. Alors, l'objet de notre échange de ce matin est de faire un panorama de la situation dans le monde. Alors, pour cela, je laisse la parole à notre expert tout de suite, parce que c'est lui qui est le plus intéressant ce matin. Et donc, je laisse la parole au Dr Philippe Guibert, qui, en plus de nous donner de l'espoir, j'espère, va nous décrire ces différentes situations et qui, bien entendu, pourra répondre à toutes vos questions, ou presque, m'a-t-il dit. Donc, merci Philippe, on a hâte d'entendre votre exposé. Merci beaucoup Cyril pour vos mots d'accueil. Bonjour à tous, évidemment, comme vous venez de le dire, cette présentation est sous le signe de l'espoir. Je dirais peut-être à la différence de toutes celles que nous avons eu le plaisir de mener en 2020 sur les différentes étapes, les différentes phases de la pandémie, s'ouvre aujourd'hui une ère nouvelle que nous apportent les vaccins. Donc, pour cette présentation, comme vous l'avez dit, nous allons tenter d'apporter un éclairage sur ce que nous comprenons à la fois du rôle des entreprises liées à l'arrivée de ces vaccins, également de tenter de répondre aux nombreuses questions que vous nous avez envoyées auparavant. Et si tel n'était pas le cas, eh bien, je tenterai d'y répondre par la suite. Alors, pour commencer, très rapidement, un petit panorama de où en est notre planète en termes de pandémie. Vous le savez, nous avons malheureusement franchi le nombre de 100 millions de cas officiels reportés par les pays et plus de 2 millions de décès, encore une fois, avec des différences d'impact majeurs. Alors, une vision peut-être différente cette fois-ci pour la visualiser, selon le CDC, des pays pour lesquels la charge liée au Covid est extrêmement importante et malheureusement se dégrade. Des pays pour lesquels une relative stabilité, mais avec une lourde charge liée au coronavirus, et puis des pays qui sont, à l'heure actuelle, un peu moins impactés et moins affectés par les conséquences que la crise du Covid suscite sur leur territoire. Donc évidemment des disparités qui évidemment ont des conséquences sur vos activités et vos opérations dans le monde.
Un grand sujet d'actualité, je dirais la nouveauté est liée à l'arrivée de ces variantes, ces variants du coronavirus. On sait par nature que tous les virus mutent. Le coronavirus, en règle générale, mute moins que les autres, peut-être 2 fois moins qu'un virus de la grippe saisonnière, 4 fois moins que le virus du sida. Et le fait est que la charge virale sur cette planète est telle qu'il y a tellement de virus en circulation qu'évidemment la probabilité que de nouvelles souches apparaissent est bien multipliée par cette circulation virale. Donc évidemment, nous avons vu apparaître de multiples virus répertoriés à travers ces magnifiques arbres phylogénétiques au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie, et en particulier certains qui nous posent un peu plus de problèmes parce qu'ils ont des caractéristiques à la fois de transmission, voire de pathogénicité, c'est-à-dire de caractère sérieux de la maladie, qui sont différentes de la souche principale, ou en tout cas des souches principales qui circulent. Et on voit au fur et à mesure du temps, sur le graphique en bas à gauche, eh bien que probablement l'arrivée de ces mutants va coïncider, ou en tout cas va entraîner, je dirais, l'augmentation de leur proportion sur leur territoire, puisqu'ils ont des caractéristiques qui les prédestinent à mieux circuler, et donc vont probablement prendre la place des souches existantes colorées en bleu, comme on le voit aujourd'hui. Donc, ceci est, je pose des questions. Pourquoi? Parce que ces mutations affectent cette fameuse protéine S, spike, ou spicule en français, qui caractérise ces coronavirus, et pour laquelle nous développons une immunité naturelle, mais également contre laquelle les vaccins ont été développés pour spécifiquement cibler cette protéine et donc développer une immunité la plus rapidement possible contre le coronavirus. Donc on sait que ces variants ou ces mutants, en particulier la souche qui a été identifiée pour la première fois au Royaume-Uni, circule maintenant dans une 60aine de pays dans le monde, avec un taux de transmission augmenté, donc une transmissibilité un peu plus élevée, de l'ordre de 50, 56, 70%, et peut-être avec une sévérité accrue, des publications de différentes revues, en tout cas études anglo-saxonnes, parfois un peu discordantes, donc qui nécessitent encore un peu plus de recul, tendraient à montrer une sévérité accrue, c'est-à-dire le fait que les personnes puissent faire des formes plus sévères et plus graves de la maladie lorsqu'elles sont affectées par ces variants. On a un peu moins d'informations aujourd'hui avec le variant identifié en Afrique du Sud et qui, encore une fois, circule dans beaucoup d'autres pays, avec une contagiosité augmentée, peut-être entraînant un affaiblissement de la réponse immunitaire, justement parce que cette protéine spike a changé au point que nos propres anticorps ne la reconnaissent moins et donc entraîne des conséquences à la fois sur la transmission de la maladie, mais également sur la potentielle sévérité. Et puis en ce qui concerne le troisième variant d'actualité identifié au Brésil et au Japon, eh bien, ces caractéristiques pour l'instant ne sont pas connues. Donc l'énorme effort aujourd'hui des laboratoires dans le monde est de pouvoir développer des séquences qui permettent d'identifier l'importance de la circulation de ces variants et donc d'adapter la réponse, voire d'augmenter la réponse des États vis-à-vis de la circulation pour prévenir le plus possible non seulement la circulation de ces variants, mais faire en sorte qu'à un certain moment, peut-être sera-t-il nécessaire, par les laboratoires, de développer des vaccins qui s'adapteront à ces variants. Et comme on le voit aujourd'hui, l'un des laboratoires Moderna affirme que son vaccin fonctionne contre ces variants. Qu'en sera-t-il à l'avenir? Pour l'instant, on l'ignore. Alors, en termes de développement des vaccins, un énorme effort sans précédent, totalement inédit dans l'histoire de la biologie et du développement de vaccins depuis, je dirais que cela existe. Vous le voyez, en un temps record de 11 mois, eh bien, les premiers fabricants ont été capables de sortir des vaccins, profil de sécurité, profil d'efficacité extrêmement important, avec du temps gagné sur l'art de recherche, puisque nous savions que la protéine S, dont je vous ai parlé tout à l'heure, était la plus immunogène, et on a gagné des années de recherche pour trouver contre quoi diriger un vaccin en face d'un coronavirus. Donc, de nombreux laboratoires ont développé des vaccins avec des technologies différentes, certains un peu plus novateurs, comme le vaccin à ARN messager, même si cette technologie existe depuis une trentaine d'années, et d'autres un peu plus classiques en utilisant des souches atténuées du coronavirus
ou des vecteurs viraux qui vont participer à développer les protéines S contre lesquelles on va créer des anticorps dans l'organisme. Donc avec différentes phases de développement aujourd'hui, la phase 3 étant la phase à partir de laquelle, sur des dizaines de milliers de personnes, on est capable de dire, en comparant deux groupes, l'un vacciné, l'autre non vacciné, eh bien, quelle est la proportion de personnes qui ont eu la Covid dans le groupe vacciné versus ceux qui l'ont eu dans le groupe non vacciné. Et c'est à partir de ça qu'on arrive à déterminer le niveau d'efficacité qui est maintenant de l'ordre 90-95%, on le verra par la suite. Comme vous le voyez, ces vaccins ne sont pas encore disparus partout. Le BioNTech est un exemple, avec soit des autorisations limitées dans certains États, soit complètement approuvées, soit par aujourd'hui la FDA ou l'Agence européenne du médicament en Europe. Donc, sur cet écran graphique, on le voit aujourd'hui, je vais m'excuser si la taille est un peu petite, mais ce qui est important de voir, c'est en effet la phase verte, c'est-à-dire ces vaccins sont disponibles, c'est-à-dire qu'ils ont été approuvés par les autorités supranationales ou les autorités nationales en termes de validité de mise sur le marché. Non, historiquement, les deux premiers, Pfizer et Moderna, AstraZeneca également. On attend de manière imminente, peut-être dans la journée, dans les jours qui viennent, l'autorisation, en tout cas l'approbation de la part des autorités européennes vis-à-vis de cette licence d'autorisation, mais d'autres également sont en cours d'étude, vous les voyez, avec des taux d'efficacité qui sont remarquables, de l'ordre au-delà de 95%, qui est assez performant en termes de vaccination, et donc qui en dit long sur la qualité des produits qui sont développés par les laboratoires et donc qui vont permettre de juguler la pandémie. Alors aujourd'hui, où on est en termes de vaccination en cours, vous savez, beaucoup de pays, une quarantaine de pays ont lancé des programmes de vaccination. On étend de la fraction de la population qui a au moins reçu une dose. Vous voyez, donc, on a des pays qui sont assez performants en termes de logistique, d'organisation, peut-être également de taille, l'Israël, les Émirats arabes unis, et également le Royaume-Uni qui a choisi une stratégie de diffusion maximale d'au moins une dose dans un maximum de personnes, à la différence d'autres pays, tels la France, qui ont une stratégie qui vise plus des groupes très vulnérables en priorité, en faisant en sorte que non seulement ils reçoivent une, mais également deux doses, suivant les réglementations des laboratoires. Alors, où en est-on en termes de vaccins, pour mettre les choses de manière un peu synthétique? L'efficacité des vaccins actuels sur les variants actuels, donc ceux que je vous ai présentés, a priori, est affirmée, je ne dirais pas confirmée, mais elle est affirmée par les laboratoires. Et donc, aujourd'hui, rien ne démontre que ces vaccins ont perdu d'efficacité de manière significative contre ces souches variantes. Évidemment, la raison pour laquelle nous avons souligné les mots actuels, c'est que c'est la situation à l'heure à laquelle je vous parle. Est-ce que ce sera la même chose dans un mois ou au printemps? Pour l'instant, on l'ignore. On n'a aucune idée de l'apparition des prochains variants, évidemment, également de l'efficacité qui sera conférée par les vaccins actuels. Le caractère protecteur des vaccins contre la contagiosité des personnes vaccinées, pour l'instant, il est espéré. Aujourd'hui, les vaccins protègent les personnes vaccinées contre le fait d'avoir la maladie, mais on ignore encore si le vaccin protège cette personne du fait de pouvoir transmettre la maladie autour d'elle, donc à savoir d'être contagieux, encore contagieux autour d'elle. Donc c'est la raison pour laquelle l'ensemble des mesures barrières sera exigé par les personnes qui sont vaccinées, parce qu'elles ont toujours une possibilité d'être encore contagieuses. Donc on attend des études et des premières campagnes de vaccination, plus de chiffres, pour pouvoir déterminer quel est le degré de protection altruiste ou communautaire conféré par la vaccination. L'efficacité des vaccins dès la première dose, elle commence à être, je dirais, soupçonnée, ou on commence à avoir de plus en plus d'évidence. Cela varie entre 30 et 50% aujourd'hui sur la base des études préliminaires. Donc, c'est une bonne chose, évidemment. De là, doit-on en déduire une stratégie qui vise à retarder au maximum la deuxième dose? Aujourd'hui, les fabricants, comme vous le savez, n'ont pas fait d'études qui visent à déterminer ce point. Leurs études portent sur 2 doses échelonnées entre 20, 21 ou 28 jours d'intervalle. Peut-être que d'autres études seront menées pour déterminer si on peut retarder la deuxième échéance de vaccination. Enfin, de manière générale, les experts pensent que sur la base des vitesses et campagnes de vaccination, en tout cas dans les pays les plus établis,
eh bien, l'effet visible de ces campagnes ne pourrait être attendu qu'à partir de l'automne. Et là, je parle au niveau européen, la masse des pays sont plutôt bien lancés en termes de vaccination. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que ce n'est pas parce que nous aurons vacciné les personnes vulnérables en France, en EHPAD ou les personnes âgées, qu'immédiatement la situation s'améliorera et que l'on pourra faire fi de toutes les mesures barrières. Probablement non, certainement non. Il faudra attendre qu'une masse plus importante de personnes soit vaccinée pour en voir les effets. Alors, ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui le cas d'Israël, si je puis me permettre, puisqu'on a de premières données qui sont très intéressantes. On peut remettre sous le vocable de ce qu'on appelle le real world evidence, donc il y a la réalité de la vaccination dans le monde. On le voit à travers quelques publications, alors qui ne sont pas officielles, qui sont plus des rapports faits par les HMOs, donc c'est les 4 groupes de santé qui ont en charge le programme de vaccination pour les citoyens israéliens. Eh bien, on l'en voit, en effet, ils notent non seulement une baisse des hospitalisations pour les personnes de plus de 60 ans après la première dose. Ils ont noté que parmi une communauté de personnes assez large, de plus de 128 000 personnes, le nombre de personnes qui reviennent pour se faire tester parce qu'elles sont positives est très faible après avoir reçu leur deuxième dose. Et puis, le fait qu'encore une fois, en termes d'hospitalisation, le vaccin auquel ils ont accès, Pfizer, réduit les infections d'environ 50% entre 12 et 14 jours après la première dose. Donc, des éléments, je dirais, très positifs pour reprendre votre introduction, Cyril, sur le fait qu'on a vraiment de l'espoir vis-à-vis de ces vaccins. Mais quand on regarde la réalité, au rythme actuel des vaccinations, eh bien, aujourd'hui, combien de semaines faudrait-il pour vacciner 70% des personnes qui correspondraient eh bien, à ce seuil d'immunité collective à partir duquel le virus cesserait de circuler de manière intense et donc donnerait de la marge pour reprendre une certaine normalité. Eh bien, vous voyez, les semaines sont assez grandes. La France, sur ces 12 premiers pays, n'apparaît pas encore. Et on serait à 153 semaines, encore une fois, au rythme actuel des vaccinations. Donc, très peu de personnes qui sont complètement vaccinées ce jour, mais l'espoir est de mise pour que cela augmente évidemment de jour en jour. L'enjeu, et c'est votre enjeu à l'international, c'est que la réalité de l'accès de ces vaccins aux populations dans l'ensemble des pays est éminemment variable. Il y avait des pays ou des groupes de pays tels l'Union européenne pour lesquels, voilà, selon cette étude, on peut espérer à la fin de l'année le fait que la couverture vaccinale la plus large possible a été obtenue dans ces territoires. Et comme vous le voyez, les pays en rouge et principalement l'Afrique, malheureusement, n'est pas en passe d'espérer une vaccination à large échelle de leur population avant peut-être les 2 ans qui viennent. Donc un véritable enjeu qui sera peut-être réglé avec de nouvelles technologies vaccinales, de nouveaux accès aux vaccins, le partage de vaccins entre États qui en ont peut-être trop commandé aujourd'hui vis-à-vis des autres, et donc qui fera en sorte que ces territoires qui sont les plus à risque aujourd'hui auront accès aux vaccins. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans la majorité des États, l'organisation des programmes de vaccination est, si je puis me permettre, une prérogative régalienne, à savoir que l'achat des vaccins s'est fait directement par les gouvernements auprès des États, soit de manière individuelle, soit de manière mutualisée, hein, c'est le cas de l'Europe. Les fabricants se sont engagés à délivrer auprès des États et auprès de l'OMS, hein, à travers un mécanisme appelé COVAX que je vous présenterai tout à l'heure. Ils se sont engagés à délivrer ces commandes, même s'il commence à y avoir des discussions entre l'Union européenne et Astra sur la disponibilité des vaccins est réelle, mais le deal contractuel est établi entre les États, les fabricants. Vous l'avez compris, l'obsession des États est la protection des systèmes de santé, puisque ce sont ces personnes vulnérables, ces personnes âgées qui, statistiquement, ont le plus de malchance d'être hospitalisés, voire d'être transférés en soins intensifs. Eh bien, leur obsession, c'est de protéger en priorité ces groupes vulnérables pour soulager le système de santé et de pouvoir reprendre une activité non seulement sociale, mais également sanitaire, la moins pénible possible. Ces phases sont extrêmement rigides dans beaucoup d'États, des phases qui correspondent à des groupes de priorité. Pour l'instant, les groupes de priorité sont établis sur des critères d'âge et de profil de risque. Pour certains, évidemment, le caractère essentiel, le fait d'appartenir
une organisation essentielle à l'activité de la nation. Ceci également fait partie de l'organisation des programmes de vaccination de ces pays. Aujourd'hui, au niveau international, beaucoup de pays, si ce n'est tous les pays, ont passé commande, soit auprès des fabricants, soit auprès des organismes de mutualisation type COVAX de l'OMS. Mais vous le voyez, tous les pays qui sont en jaune, a priori, ont une couverture potentielle de leur population qui est inférieure, c'est-à-dire moins de doses commandées qu'il n'y a de citoyens potentiellement pourraient le recevoir. Donc évidemment, double échéance vis-à-vis de ces pays pour lesquels un véritable point d'interrogation est posé sur leur capacité à pouvoir vacciner leurs personnes. Alors, je souhaite faire une toute petite pause pour cette première partie. Flore, je crois que nous avons un sondage à partager ou à vous, pour lequel nous souhaitons vous solliciter. Merci Philippe. Donc vous allez maintenant, c'est à vous de vous exprimer. Vous allez voir un sondage donc s'afficher sur votre écran. Et la question, c'est d'aujourd'hui de connaître mieux vos préoccupations par rapport au déploiement du vaccin. Donc vous pouvez cocher toutes les réponses qui correspondent à vos problématiques actuelles. Donc est-ce qu'il s'agit surtout de l'éducation des collaborateurs, de la recherche d'informations fiables, d'intégrer vos plans de vaccination dans les politiques qui sont déjà existantes au sein de votre entreprise, le suivi de l'évolution des déplacements, qu'ils soient nationaux ou internationaux, et enfin, remplir votre devoir de protection. On vous laisse quelques instants pour y répondre. On vous remercie. On a déjà des tendances qui se dégagent, donc je vais vous partager les résultats. Nous vous remercions. Donc, il semblerait en priorité que les problématiques liées au déploiement du vaccin soient tout d'abord le suivi de l'évolution des voyages, suivi quand même de relativement près par remplir son devoir de protection. Et en troisième position, d'intégrer les plans de vaccination dans les politiques existantes. Donc Philippe, je ne sais pas si tu souhaites commenter avant de reprendre, mais je te rends la main. Merci Flore. Alors, pour une raison ou pour une autre, je ne vois pas les résultats, mais sur la base de ce que tu viens de dire, je pense que cela correspond à peu près aux priorités que l'on a identifiées à travers les relations que l'on entretient avec beaucoup d'entre vous, non seulement en termes de responsabilité, de faisabilité, je dirais, et puis également de conséquences. Donc, si vous le voulez, passons à la deuxième partie de cette session, pour comprendre en effet les enjeux et le rôle que les entreprises peuvent avoir vis-à-vis de la vaccination. Évidemment, le premier, tout conscient, c'est la protection de vos collaborateurs. On le voit, on a accès à des vaccins qui aujourd'hui sont très efficaces et donc qui permettent à tout à chacun d'être protégé contre la maladie grave en particulier et d'éviter d'être soit absent du travail, soit d'être hospitalisé. Évidemment, protection des autres parties prenantes, hein, c'est pas simplement les employés, mais de manière plus large, les personnes n'ont peut-être pas la responsabilité, mais qui sont, si elles sont également vaccinées, participent à la protection indirecte de vos employés. La continuité d'activité, évidemment, c'est un des critères majeurs, en particulier pour les activités essentielles à la nation, faire en sorte que l'absentéisme soit réduit le plus possible et que, en fait, les personnes vaccinées puissent continuer leurs tâches et leurs responsabilités sans difficulté. Autre enjeu également, les suites de la Covid. On commence à comprendre que le fait d'avoir la maladie Covid peut entraîner des problèmes à moyen, voire à long terme, donc une sorte de séquelles, affectant de manière totalement variée différents organes, que ce soit des maladies cardiovasculaires, des maladies rénales, des maladies ou dermatologiques. Donc, des conséquences, en tout cas une maladie qui n'est pas sans conséquences, qui pourrait se révéler à grande échelle un problème pour les entreprises qui auraient à avoir des collaborateurs ayant des conséquences à moyen ou à long terme de la Covid et donc répercussions sur leur employabilité ou sur leur activité. Et puis évidemment, vous l'avez compris, le bénéfice en termes de responsabilité, le fait que ce soit dans la mission de l'entreprise de s'intégrer et de s'insérer dans les activités visant à protéger la communauté au sens large. Alors, nous avons identifié plusieurs catégories d'enjeux. Évidemment, en termes de responsabilité, quelle responsabilité est engagée? Alors, vous l'avez compris, vous me connaissez,
je ne vais pas pouvoir vous donner des conseils en tant que juriste ou d'un point de vue légal, mais par contre, d'un point de vue médical, évidemment, l'acte vaccinal n'est jamais dénué de risques, comme tout acte médical par ailleurs. Et donc, il peut toujours exister des risques liés à la vaccination, soit liés au vaccin, soit liés à la personne qui reçoit la vaccination. Et donc, dans ce cas-là, quelle est la responsabilité de l'entreprise qui a favorisé, qui a encouragé ou qui a organisé ces campagnes de vaccination? Et a priori, on pourrait se positionner dans le même cadre que la vaccination contre la grippe saisonnière, un vaccin étant un vaccin, en l'occurrence, et donc de faire en sorte que l'entreprise favorise, encourage ces vaccinations, et donc sur ce que là ne soit pas directement responsable. Et je vous laisse dans le cadre avec vos départements juridiques pour évidemment creuser ce sujet. L'organisation d'un point de vue vaccination peut être assez complexe. Les grandes entreprises ont peut-être les moyens en termes de ressources pour avoir accès à des personnes qui peuvent administrer la vaccination, en particulier quand il s'agit de ces 2 doses, mais qui en a la responsabilité, qui l'organise, a fortiori dans les entreprises de taille intermédiaire qui ne sont pas dotées de départements de médecine du travail en France ou en tout cas de ressources médicales à l'international. Le problème de l'obligation vaccinale, aujourd'hui, soulevons la question, il n'est pas possible d'obliger un collaborateur de se faire vacciner contre le vaccin contre la Covid. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'obligation vaccinale, elle relève soit du règlement sanitaire international, c'est la fièvre jaune pour les voyages à l'international, soit dans le cadre d'activités professionnelles qui nécessitent une vaccination liée à l'environnement dans lequel on travaille, c'est le cas des professionnels de santé et de l'hépatite B en particulier, ou des éboueurs et de la typhoïde. Donc, cette obligation vaccinale, elle n'existe pas aujourd'hui. Est-ce que les choses vont changer à l'avenir? Pour l'instant, il est tout à fait impossible de le dire. La question des personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui ne souhaitent pas se faire vacciner pour des raisons culturelles, religieuses ou personnelles, eh bien, comment gérer le fait que dans une même population de travail, eh bien, on ait 2 groupes de personnes qui n'ont pas le même statut vaccinal. Puis, dernier point également, en termes de responsabilité, c'est un sujet sur lequel vous êtes véritablement confrontés aujourd'hui. Comment gérer la question des vaccins qui vous sont demandés pour vos collaborateurs à l'international dans des territoires dans lesquels ce sont des vaccins qui ne sont pas ceux approuvés par l'Union européenne, à savoir Pfizer et Moderna aujourd'hui. Comment régler cette question et de faire en sorte que vous puissiez continuer cette activité en ayant accès à des vaccins qui ne sont pas sous-autorisés, sans pouvoir forcer vos collaborateurs à y avoir accès. Donc, beaucoup de questions soulevées. Pour l'instant, peu de réponses, évidemment, mais les choses évoluent très rapidement. Alors, autre enjeu également, comprendre que cette vaccination, certes, va entraîner énormément de contraintes logistiques, et c'est peut-être une des raisons pour laquelle les entreprises n'ont pas accès aux Pfizer et Moderna, qui, pour des raisons de conservation et de logistique à moins 80 ou moins 20 degrés, ne sont pas des choses faciles à proposer à des organisations autres que professionnelles de santé. La question des ressources, la question de la gestion des données, à partir du moment où on commence à délivrer un acte médical, qui recueille l'information, quelle information doit être disponible auprès de l'entreprise, certainement pas au niveau des ressources humaines pour faire un distinguo entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Donc, c'est une information médicale, personnelle, qui doit probablement rester dans le cadre de la médecine du travail et dans le cadre des relations entre la médecine du travail et des autres instances managériales, et bien d'établir comment organiser le travail en fonction de ces données. Le risque également peut exister de polarisation, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, entre les groupes de personnes vaccinées ou non vaccinées, des personnes qui expriment des opinions vis-à-vis de la vaccination peuvent créer un sentiment différent au sein de l'organisation. Donc, maintenir la cohérence vis-à-vis de cette décision qui est intime de se faire vacciner est importante. Enfin, dernier élément, eh bien, le fait que, évidemment, lorsqu'un nouveau produit de santé est disponible sur le marché, le fait que de faux vaccins puissent commencer à être disponibles, alors plutôt sur le dark web auquel nous avons tous accès, mais peut-être à terme dans des pays un peu moins stricts en termes de réglementation. Évidemment, il va falloir être très vigilant. Donc tout ceci va participer à votre reprise d'activité, mais est-ce que ce sera la clé véritablement de la reprise d'activité? Peut-être pas. Pourquoi? Parce que vous êtes également exposé à des enjeux un peu plus externes à l'entreprise, évidemment la responsabilité sociale, ne pas créer une asymétrie d'opportunités, le fait de travailler pour votre entreprise versus les riverains, les communautés locales ou les personnes qui n'y travaillent pas.
Donc, toute la question de l'équité, de cette opportunité d'être vacciné est au cœur de la réflexion des entreprises aujourd'hui, ce d'autant que certaines entreprises ne veulent pas, évidemment, être accusées, peut-être, de dépléter les stocks nationaux de vaccination pour leur propre compte et avec, évidemment, un risque réputationnel extrêmement important. Vous êtes confronté également à cette question du nationalisme vaccinal auquel je faisais allusion aujourd'hui, où vous avez compris cette diplomatie des vaccins et commence à prendre énormément d'importance dans le monde et d'avoir la possibilité ou non de choisir les vaccins auxquels vous souhaitez que vos collaborateurs puissent accéder lorsqu'ils seront disponibles. La question est ouverte de savoir quelle latitude en tant qu'entreprise privée vous aurez lorsque ces vaccins seront disponibles et si, encore une fois, les vaccins que vous souhaitez ne sont pas disponibles dans le pays dans lequel vous êtes. Périmètre des bénéficiaires, en effet, jusqu'où va la responsabilité de l'entreprise, les employés, leurs familles, d'autres, à vous de se poser la question. Évidemment, la question de la communication est importante. Donc aujourd'hui, pour synthétiser, on a des points de vue sur la base de notre expérience assez opposés, à savoir des entreprises très engagées pour lesquelles le message est clair, c'est notre mission, c'est notre responsabilité. Nous considérons que c'est notre devoir de protéger nos collaborateurs, non seulement pour s'assurer que le lieu de travail est sûr, mais également pour participer à l'effort de la nation vis-à-vis de ce problème qui nous dépasse. Et puis, à contrario, vous avez des entreprises qui aujourd'hui se positionnent totalement différemment en disant ces campagnes de vaccination sont des prérogatives des États, la vaccination est un acte personnel, nous ne voulons pas créer de différence ou d'être accusés de créer une asymétrie entre nos collaborateurs et ceux qui ne le sont pas autour de nous. Et donc, le problème de la vaccination, pour l'instant, est quelque chose que l'on souhaite ne pas aborder de manière active. Donc, véritablement, des situations très différentes. Ce que nous pensons, c'est que l'opportunité pour l'entreprise est d'agir, et aujourd'hui, vous pouvez agir, peut-être de manière relativement limitée, mais que pouvez-vous faire? Premièrement, communiquer sur l'importance de la vaccination, on le verra par la suite, et c'est également des tâches ou des sujets sur lesquels nous pouvons vous aider pour faire passer les messages, rassurer et confirmer l'importance du point de la vaccination pour tous les collaborateurs. Évidemment, faciliter la vaccination des employés qui sont à risque, donc non seulement en termes de disponibilité, de pouvoir aller se faire vacciner le cas échéant, sans évidemment n'avoir à constituer de liste des employés à risque. Encore une fois, ce sont les prérogatives de la médecine du travail, mais encourager et faciliter cette prise de conscience des collaborateurs, qu'ils soient en France ou à l'international. Enfin, définir une stratégie d'accès au vaccin, c'est-à-dire quelle est la mission, quel est le point de vue de l'entreprise vis-à-vis des vaccins et de définir si cela rentre dans les responsabilités, de quelle manière, avec quels moyens et quelles ressources, quelle stratégie d'opportunité ou au contraire, une attitude un peu plus passive. Enfin, actionner des leviers, évidemment, les leviers, quels sont-ils? Faire en sorte que vous puissiez avoir accès au vaccin le cas échéant. À l'international, les chambres de commerce sont extrêmement actives pour fédérer, pour faire remonter ces informations auprès des autorités nationales et également du pays dans lequel vous vous trouvez, mais également auprès des instances internationales, voire des autorités de tutelle. Donc ça, c'est important, j'imagine, faire remonter ce message tout en suivant l'actualité et l'évolution des programmes de vaccination dans le monde. En termes de stratégie, écoutez, quelques bases d'une approche stratégique. Évidemment, se donner les moyens de comprendre les enjeux et les risques, tels qu'on vient de le voir, peut-être sur la base des stratégies que vous avez déjà engagées en termes de santé, en termes de vaccination, en termes de bien-être au travail. Évidemment, de définir les rôles, le partage des responsabilités, la gestion de l'information, la gestion de l'utilisation, l'organisation des ressources. Quels sont les leviers internes que vous pouvez utiliser pour disséminer les bons messages à travers les pairs, l'information, la transparence qui est absolument importante, critique pour établir la confiance. Évidemment, avoir une approche extrêmement agile et locale, c'est-à-dire peut-être définir une vision globale, mais également se permettre d'avoir dans différents pays différents degrés de mise en œuvre de vos programmes en fonction de la capacité et des moyens et de la latitude que les entreprises auront pour favoriser l'accès des vaccins à leurs collaborateurs. Évidemment, tirer parti de données les plus objectives possibles et puis encourager les bonnes pratiques. Alors, c'est là où nous pensons que nous avons un rôle à jouer pour vous aider à non seulement établir cette stratégie, mais également à suivre
l'actualité de ces programmes de vaccination. Je vous partage un outil ou les outils que nous développons justement pour non seulement donner la visibilité, mais pouvoir vous dire quels sont, à quel moment les fenêtres d'opportunité vis-à-vis de la vaccination en entreprise s'ouvriront, pays par pays, quelles sont nos recommandations également et comment il est possible de vous accompagner. L'information et l'éducation critique, ce sont des choses que vous pouvez faire dès maintenant et certains d'entre vous l'ont déjà fait avec nous et nous vous en remercions. Évidemment, communiquer sur les faits de manière humble, transparente, le plus factuelle possible et pouvoir répondre à toutes les questions de vos collaborateurs venant de part de médecins indépendants, je dirais, sur la base d'informations les plus consensuelles et internationales. Eh bien, c'est de vous aider à construire cette confiance au sein de l'entreprise et d'aligner les messages et la perception que vos collaborateurs ont sur les programmes de vaccination. Alors aujourd'hui, quels sont les cadres potentiels pour un engagement? Eh bien, nous avons relevé quelques cas de figure dans lesquels aujourd'hui, eh bien, l'entreprise, ou en tout cas à moyen terme, l'entreprise pourrait être impliquée dans des programmes de vaccination. On le voit entre les États-Unis pour lesquels, État par État, la vaccination pourrait être rendue obligatoire par l'employeur, aux Émirats arabes unis où l'organisation de la vaccination pourrait être possible, de même en Italie à travers le Medico Competente, qui est la responsabilité ultime de la santé dans les entreprises. En France, la phase 3, donc qui pourrait être vers le mois de mars ou avril, vous y faisiez écho, Cyril, tout à l'heure, pourrait être la fenêtre à partir de laquelle les entreprises auront accès, auront la possibilité d'organiser les campagnes de vaccination. Pour l'instant, évidemment, nous n'avons pas plus d'informations. Et je dirais, à l'envi, différents pays ont différentes attitudes. Les Philippines ont mis en place un système qui s'appelle Go Negocio, donc qui permet un système tripartite entre les États, les fabricants des vaccins et un consortium d'entreprises de s'engager à acheter les vaccins auprès de l'État, en revendre la moitié, ou en donner la moitié à l'État, et en contrepartie, pouvoir vacciner leurs propres collaborateurs. En Indonésie, de même, l'achat serait possible via l'État et distribution à travers des prestataires de santé identifiés. Vous le voyez en Inde, le Serum Institute of India, qui est le plus gros laboratoire au monde en termes de production de vaccins, a annoncé pouvoir vendre des doses lorsque l'État sera servi, sans échéance évidemment. Et puis au Mexique, le président de la République, López Obrador, a même annoncé lui-même qu'il était absolument favorable, ou en tout cas qu'il ne voyait pas d'inconvénient à ce que le secteur privé puisse acheter des doses et à les utiliser ou à les revendre. Donc les choses évoluent, évidemment, toutes ces données sont extrêmement fluides, mais démontrent des fenêtres d'opportunité auxquelles je faisais référence qui vont s'ouvrir pour les entreprises. Enfin, dernière possibilité, eh bien, tout simplement, c'est le soutien aux programmes nationaux auxquels je faisais référence à travers des mécanismes de redistribution tels que COVAX, qui est un mécanisme mondial établi par l'Organisation mondiale de la santé et Gavi, qui pilote les programmes de développement vaccinaux dans le monde, et donc qui permet d'assurer que les pays les moins bien dotés vont avoir accès à au moins 20% de doses pour vacciner leurs personnels essentiels, les personnels de santé, les personnes vulnérables dans leur propre territoire. Et vous avez des entreprises déjà qui sont engagées, donc ceci est public évidemment, qui se sont engagées à participer à ce mécanisme de financement et donc à travers leur responsabilité sociale ou sociétale, participent de manière globale à cet effort de vaccination à travers ce mécanisme. C'est également quelque chose qui est possible. Donc pour terminer, eh bien, vous le savez, c'est un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup depuis de nombreux mois. Donc notre rôle est évidemment de vous accompagner sur la réflexion, donc les missions de conseil sur la stratégie vaccinale, le positionnement d'entreprise d'un point de vue très stratégique, mais également opérationnel, et prévoir la possibilité de pouvoir déployer la vaccination dans les pays. Évidemment, tout ce qui tourne autour de l'information et de l'assistance, vous y avez accès, nos sites, évidemment, les conseils auxquels tout un chacun peut avoir accès en nous appelant, elle a accès à ce site Internet. Et puis, le cas échéant, nous l'appelons de nos voeux, lorsque ce sera possible dans les pays, vous aider pour approvisionner et administrer ces vaccins pour vous aider à mener ces campagnes de vaccination sur le lieu de travail. Donc pour terminer, eh bien, écoutez, à le moyen terme, tout ceci, encore une fois, doit être lu avec à la fois un grand sentiment d'espoir, parce que les choses évoluent, également avec une réalité, je dirais une lecture de réalité. Les variants n'étaient pas complètement attendus de cette manière, même si ça faisait partie de l'histoire naturelle de la maladie.
mais également comprendre qu'à moyen terme, l'arrivée de ces vaccins ne va pas fondamentalement changer la donne immédiatement pour les entreprises. On est plus dans une phase de préparation, d'anticipation. Donc, le maintien de toutes les mesures que vous avez mises en œuvre est tout à fait justifié, doit être encore communiqué, renforcé, pour permettre d'avoir des réponses adaptées à la réalité locale, et puis se préparer, et ça c'est un autre sujet peut-être qu'on abordera lors d'une prochaine session, à l'arrivée, l'imminence d'un passeport, appelons-le passeport vaccinal, passeport de compliance, pour permettre l'entrée ou reprendre la mobilité à l'international. Hier, l'Islande a annoncé que l'entrée sur leur territoire était désormais conditionnée au fait qu'on puisse démontrer un statut soit négatif vis-à-vis des tests antigéniques, soit un test, soit une vaccination contre le coronavirus. Le premier pays qui l'édicte, fort à penser que d'autres suivront, et avec les conséquences en termes de mobilité, peut-être regagner dans ces pays, mais donc la question du passeport vaccinal va se poser et certainement plus rapidement que prévu être mis en place de manière peut-être parcellaire et désorganisée au cours de l'année qui vient. Nous participons à ce sujet à travers une application en développement qui s'appelle AOKPass. Je vous en parlerai la prochaine fois. Écoutez, je pense qu'on a fait un tour peut-être le plus exhaustif, encore une fois en essayant de répondre à certaines questions. Maintenant, je suis à votre disposition pour celles que vous auriez encore. Merci Philippe pour cet exposé. Effectivement, on a reçu pas mal de questions depuis le début du webinaire. Donc, on a essayé de les classer un petit peu par thème. Je vous propose de les poser et si vous souhaitez répondre et aussi apporter des compléments d'information, Cyril, évidemment, n'hésitez pas. Donc, la première porte surtout sur le fonctionnement des vaccins. De façon générale, combien de temps est-ce qu'il faut après l'injection pour être protégé? Et avec cette question aussi, est-ce qu'on a des données sur la baisse d'efficacité dans la mesure où on allongerait le délai entre la première et la deuxième injection? Oui, non, merci Flore. Bonne question. Écoutez, études préliminaires, a priori, les premiers résultats, en particulier qui viennent d'Israël, montrent que la protection commence à être établie entre 12 et 14 jours après la première dose. Encore une fois, avec des variations d'un individu à un autre, d'une communauté à une autre. On l'a vu de l'ordre de 50 à entre 30 et 50% de protection. Tout ceci est à prendre avec des précautions. Ça donne une idée du degré de protection qui est conféré après cette première dose. Et encore une fois, la nécessité d'avoir cette seconde dose pour obtenir la protection maximum, dont la durée, pour l'instant, est inconnue. Évidemment, on a le recul des premières personnes vaccinées est de l'ordre de 9 à 10 mois maintenant. Les premières personnes qui ont reçu les vaccins ARN messagers l'ont été au mois de mai de l'année dernière, au mois de mars à mai. Donc, elles ont toujours des anticorps, donc elles sont toujours protégées. De là à dire qu'elles le seront toute leur vie, pour l'instant, on ne sait pas. L'enjeu des vaccins est peut-être plus lié au virus lui-même, on l'a compris, qui pourrait être comme le virus de la grippe saisonnière. Ce n'est pas le vaccin qui perd de l'efficacité tous les ans, c'est le virus qui change tous les ans, au point que nous avons à développer un nouveau vaccin. Donc, étant dans le même cas de figure avec le coronavirus, l'avenir le dira. Et si l'on se concentre sur le vaccin chinois Sinopharm, donc il y a des questions concernant la confiance qu'on peut avoir envers ce vaccin en termes d'innocuité, en termes d'effets indésirables, et aussi quelles données pouvons-nous avoir sur le vaccin et le problème des expatriés également qui sont dans le pays où le vaccin est imposé. Comment est-ce qu'on peut gérer ce cas de figure? Ouais, c'est complexe. Alors, pour répondre à la première partie de la question sur je dirais les caractéristiques du vaccin Sinopharm, aujourd'hui, on ne peut se référer qu'aux publications des laboratoires, mais qui ne sont pas, encore une fois, qui n'ont pas été soumises à des publications dans des revues internationales, à comité de lecture, qui, en règle générale, font foi sur la fiabilité des résultats. Donc, sans mettre en doute l'efficacité des vaccins chinois, aujourd'hui, on n'a pas de données avec lesquelles on puisse comparer ces chiffres et donc, d'une manière internationale et consensuelle, déterminer que les résultats présentés correspondent à la réalité. D'autre part, également, les autorités supranationales, type FDA aux États-Unis ou l'Agence européenne du médicament, n'ont pas statué. Donc, il est tout à fait impossible pour nous de pouvoir commenter aujourd'hui la qualité, la fiabilité, le profil de sécurité de ces vaccins. Et donc, a fortiori, de pouvoir vous répondre sur le bien fondé de pouvoir vacciner vos collaborateurs avec ces vaccins Sinopharm ou Sinovac
dans les pays dans lesquels ils les proposent. Encore une fois, la vaccination est un acte personnel. Donc, ces personnes, vos collaborateurs peuvent faire le choix de se faire vacciner par ces vaccins. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas, en tant qu'employeur, je dirais, les encourager à se vacciner contre un vaccin, avec un vaccin qui n'est pas autorisé aujourd'hui dans le pays du siège dans lequel vous êtes. Donc, la France n'a reconnu que 2 vaccins aujourd'hui à travers l'Union européenne. Donc, il est très difficile pour une entreprise de pouvoir proposer autre chose que ces 2 vaccins disponibles aujourd'hui. Très bien, merci. On avait aussi cette question sur l'Arabie Saoudite où c'est également imposé, mais on peut supposer que ce soit la même réponse. Et de façon plus générale, on a aussi beaucoup de questions sur les entreprises qui ont une implantation internationale, donc avec des expatriés qui sont répartis dans le monde. Est-ce que ces entreprises peuvent garantir la vaccination de leurs collaborateurs si les vaccins ne sont pas disponibles dans les pays d'implantation, par exemple l'Afrique du Nord, qui était citée ici? Comment gérer ce… Alors, écoutez, la réponse est en 2 temps. Aujourd'hui, certainement pas. C'est certainement pas possible d'assurer que vos collaborateurs en Afrique du Nord aient accès à ces vaccins. C'est tout simplement pas possible. Ils ne sont pas reconnus dans les programmes de vaccination. Les programmes de vaccination ont défini des catégories prioritaires pour lesquelles aujourd'hui les vaccins leur sont accessibles. Donc, à court terme, il n'y a certainement pas de possibilité pour des employés internationaux, non nationaux, d'avoir accès à ces vaccins dans ces pays. À moyen et à long terme, la question va s'ouvrir, de dire est-ce que le fait qu'on soit entreprise internationale, on participe à l'effort de la nation de manière indirecte, et donc peut-on être considéré dans les catégories de personnes qui nécessitent des vaccinations? Ça sera le prérogatif des États de le déterminer, et peut-être des chances de penser que ça pourra être le cas dans certains États. L'autre possibilité serait évidemment extrêmement onéreuse de faire en sorte que ces collaborateurs expatriés, voyageurs, puissent bénéficier de la vaccination au point dans leur pays d'origine, puisque dans ce cas-là, tout à fait possible, et qu'ils reviennent dans le pays vivre et y travailler, à condition que le vaccin qu'elles auront reçu, d'une certaine mesure, sera reconnu par l'État dans lequel elles travaillent. Donc aujourd'hui, beaucoup de questions, peu de réponses, mais les choses évoluant extrêmement rapidement. Je pense que dans les semaines qui viennent, on aura déjà des exemples de pays qui ont statué sur ces points. Peut-être feront-ils jurisprudence ou entraîneront-ils un consensus. Mais on aura plus de visibilité sur les éléments de réponse liés à ces questions insolubles aujourd'hui. On a aussi des questions, ça fait toujours le lien, hein, c'est parmi les professionnels. Est-ce qu'il est possible d'établir finalement des priorités le jour où il sera possible de faire vacciner? Donc, quels pourraient être les critères? Notamment, on pense aux populations dont l'activité implique des déplacements internationaux continuels. Est-ce qu'il est possible de les voir comme une cible prioritaire pour l'entreprise? Notamment si on se pose aussi beaucoup la question de la mise en place d'un passeport sanitaire qui rendrait indispensable cette vaccination. Alors, absolument, c'est une question clé, évidemment. Nous pensons que cette question doit être répondue en tenant compte de bien plus d'indicateurs, de critères, en fin de compte. Pas simplement le critère de la mobilité, évidemment, qui est, je dirais, le premier, peut-être facile à appréhender. Il y a bien d'autres critères sur lesquels l'entreprise doit statuer, c'est-à-dire à la fois le profil individuel de la personne, les personnes avec des histoires personnelles individuelles d'une maladie qui les rendrait prioritaires et qui n'est pas connue de l'entreprise. Comment faire en sorte que ces personnes puissent bénéficier de la vaccination? Leur rôle au sein de l'organisation, évidemment, tout le monde est essentiel. Vous allez me dire, certains le sont plus que d'autres, peut-être. La reprise de la mobilité, l'interaction également, le profil entre une personne qui a un véritable rôle, l'exposant dans son activité à un environnement qu'il ou qu'elle ne maîtrise pas, la rend peut-être plus à risque que d'autres qui sont dans des environnements tels que celui dans lequel je suis, un peu plus protégé. Donc, je dirais qu'il y a de multiples facteurs et multiples critères à considérer pour justement établir un certain ordre de priorité, mais je pense qu'il faut aller bien au-delà du simple rôle de je bouge, je ne bouge pas, je voyage, je ne voyage pas, pour établir ces critères de priorité. Très bien. Pour faire la suite, il y a aussi beaucoup de questions sur le refus de la part de collaborateurs, qui est quelque chose d'envisageable, notamment ceux qui refusent aussi d'informer s'ils ont été infectés, puisqu'ils ne sont pas obligés de le faire. Et à l'avenir, peut-être que certains vont exprimer un refus de se faire vacciner, donc ce qui va aussi impacter ce que vous disiez sur les missions
au quotidien. Donc, sans l'imposer, comment est-ce que les entreprises peuvent demander aux collaborateurs de déclarer leur vaccination? Est-ce illégal? Comment faire pour sensibiliser, hein, finalement, c'est un peu la question. Ouais. Beaucoup de réponses. Je vois que Cyril, vous secouez la tête également, mais parce que pas de réponse. Alors, des éléments de réponse. Évidemment, l'entreprise ne peut pas statuer sur le rôle d'un collaborateur en fonction de son profil vaccinal. Ce n'a pas été le cas et ça ne sera pas le cas avec la Covid, alors, à moins que les réglementations changent. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, je dirais, le seul moyen à disposition des entreprises, c'est la pédagogie. Aujourd'hui, d'encourager en disant, écoutez, on a tout à gagner, alors à moins qu'il y ait des conséquences extrêmement néfastes connues de la vaccination pour lesquelles vous avez une véritable contre-indication médicale contre la vaccination. Aujourd'hui, encourager, d'un point de vue à responsabilité individuelle et collective des employés, des collaborateurs, le sens d'appartenance à une équipe, une entreprise, ce sont des moyens peut-être un peu tangibles et sont les seuls dont dispose l'entreprise aujourd'hui pour encourager la vaccination sans pouvoir la rendre obligatoire et sans pouvoir en effet faire en sorte qu'il y ait la moindre discrimination entre employés qui sont vaccinés et employés qui ne le sont pas. Donc évidemment, ça va soulever des problèmes vis-à-vis de ceux qui, comme je le disais tout à l'heure, sont exposés à des activités ou des natures qui peuvent les rendre plus vulnérables vis-à-vis de la maladie ou les exposent à d'autres environnements dans lesquels ils peuvent être contagieux pour d'autres parties prenantes de l'entreprise. Encore une fois, peu de réponses, et je vous prie de m'en excuser, mais on n'a vraiment pas beaucoup d'éléments là-dessus. Et par contre, encore une fois, je pense que le point important, c'est de soulever ces réponses, de les lister, d'avoir ce cahier des charges du périmètre de la responsabilité de l'entreprise et de toutes les questions afférentes à ces programmes de vaccination, et de tenter d'y répondre le cas échéant, chaque jour apportant son lot de réponses. Nous pouvons vous y aider également à travers les relais d'information dont on dispose pays par pays. Mais aujourd'hui, cette question de l'organisation, de la gestion du statut vaccinal des personnes en entreprise n'est pas réglementée, n'est pas cadrée, et en tout cas pas plus que ce qui est le cas pour les vaccinations habituelles liées au travail. Très bien, merci beaucoup. Docteur Guibert, on a beaucoup de questions, malheureusement, on ne pourra pas tout traiter. Je vais en sélectionner une complémentaire. Vous aurez ensuite un questionnaire aussi de satisfaction et vous pourrez indiquer si vous souhaitez que l'on vous recontacte, donc n'hésitez pas à le mentionner. Mais pour finir un petit peu, on peut peut-être s'intéresser au personnel qui est habilité pour administrer le vaccin. Donc, si on met en place une campagne de vaccination dans l'entreprise, faut-il qu'il y ait un médecin sur place? Comment est-ce qu'on peut déployer cela en termes de ressources? Alors aujourd'hui, la vaccination est un acte médical, comme toute vaccination, qui est effectué sous la responsabilité d'un médecin. Donc, ça ne veut pas dire que le médecin doit être présent physiquement au pied de chaque personne à vacciner, mais par contre, l'organisation de la vaccination par des tiers, de manière très classique, les infirmiers au travail en entreprise, incombe à cette équipe. Donc, est-ce que évidemment, c'est la réglementation française aujourd'hui, et le cas dans beaucoup de pays. Est-ce que les choses vont changer justement pour faciliter la diffusion et l'organisation de ces programmes? Donc, encore une fois, ça dépendra du statut pris par les États, de leur décision vis-à-vis de qui est autorisé à dispenser et à administrer les vaccins et sous quelle autorité médicale. Il y a quand même fort à penser qu'un médecin aura ultimement la responsabilité de l'acte vaccinal, même s'il est pratiqué par des personnes qui seront formées, soit personnel de santé, des infirmiers. On peut imaginer que des personnes type secouristes de santé bien formées, sous un encadrement et une structure qui leur permet de travailler correctement, eh bien, pourraient être tout à fait à même de vacciner. Encore une fois, on parle d'injection intramusculaire, donc un acte relativement simple à faire, je ne dis pas bénin, encore une fois, un acte médical qui a un impact sur l'intégrité de la personne. Donc tout ceci est extrêmement bien cadré. Mais on peut penser qu'on peut imaginer que les structures sont un peu plus souples pour faciliter ces campagnes de vaccination de la manière la plus large en entreprise.